commence. Ouais, tu peux éteindre. Bonjour à tous. Bon, effectivement, je vais essayer d'un petit peu éclairer ce qui vient d'être dit, modestement à travers ma proposition de lecture un petit peu des crypto-monnaies à l'aune de ce qui s'est fait aussi dans les monnaies parallèles, sociales et complémentaires, pour essayer de voir un petit peu si on peut dessiner des continuités, des ruptures aussi dans le champ de la gouvernance monétaire. Alors peut-être pour tout de suite se reconnecter à ce qui se disait, effectivement, dans mon papier, je vais utiliser avec beaucoup de parcimonie le mot blockchain, qui est devenu un mot valise. Les spécialistes aujourd'hui en parlent d'ailleurs comme du bullshit. Donc il faut se méfier beaucoup de ce mot, parce qu'en fait, comme l'a très bien souligné Monsieur Blanc, ça n'a pas grand sens. Ce qui a du sens, c'est comment cette blockchain se construit, c'est-à-dire qui et quel protocole et quelles sont les règles d'émission et de validation des informations. Et là, effectivement, moi, mon but, ça ne va pas être de m'intéresser uniquement qu'au Bitcoin, qui est la première des crypto-monnaies, mais essayer de vous présenter aussi un champ plus élargi pour comprendre qu'en fait, à travers cette technologie, on peut lui donner des formes très différentes. On pourrait aussi avoir ce qu'on peut appeler des registres distribués, parce que c'est aussi plutôt des DLT aujourd'hui dont on parle, plus que des blockchains, qui seraient de consortiums ou privés. Alors les puristes du Bitcoin ne voient pas l'intérêt, des entreprises privées verraient très largement l'intérêt, parce que ça serait très peu coûteux, et ça permettrait bien entendu une centralisation, une correction des informations qui sont contenues, et ça peut être très utile pour des activités qui en auraient besoin. Bon, alors mon point de départ, c'était un petit peu effectivement questionner la gouvernance monétaire à travers des expériences qui visent à remettre en question les monnaies territoriales étatiques, qui ne les satisfont pas, auxquelles elles vont éventuellement soit vouloir compléter, elles vont essayer d'améliorer un petit peu les choses, soit directement d'ailleurs s'y opposer. Alors, je vais faire un retour très rapide sur les monnaies complémentaires locales et parallèles, puisque je pense que vous êtes tous ici spécialistes. Je vais essayer de passer un petit peu plus de temps sur les crypto-monnaies. Donc, déjà, la première chose qu'on peut souligner, ce que fait très bien Monsieur Blanc, c'est que déjà, ces expériences sont toutes plus ou moins fondées sur des philosophies politiques et des visions monétaires très particulières. Donc on peut retrouver des familles spécifiques. Geschel a été cité. On va retrouver aussi des fois le free banking, Hayek et ainsi de suite. Et effectivement, je tiens à les souligner, puisque ces gens-là seront bien entendu mobilisés par un certain nombre d'acteurs dans les crypto-monnaies. Alors, on peut partir, en fait, il y a un enjeu de typologie qui est compliqué. Ça dépend de l'objet que nous cherchons à faire émerger. Ça va dépendre des critères qu'on va choisir de prendre, mais bon, on a plusieurs possibilités. Alors, Jérôme Blanc nous propose du localisme monétaire. Désolé, je vais beaucoup vous mobiliser, vous allez voir votre nom. J'espère que je ne le ferai pas mal, d'ailleurs. Alors, effectivement, il y a différents localismes monétaires. Le premier d'entre eux, c'est le localisme étatique, qu'on connaît tous, qui repose sur la construction des États-nations, avec une construction d'un centre, d'une banque centrale. Je ne vais pas revenir dessus. Puis on va pouvoir voir en fait des localismes monétaires infra-étatiques, ce qu'on va pouvoir appeler des monnaies locales, qui vont, elles, essayer effectivement d'être un cadre localisé sur un territoire plus petit, et en fait des autres expériences monétaires qui, au fond, ne se fondent pas sur un territoire lui-même, mais sur une communauté, et donc bien entendu la communauté dessine une géographie, mais une géographie communautaire. Donc on pourrait aussi s'intéresser, ce que M. Blanc fait dans d'autres papiers, aux porteurs des projets et bien entendu aux propositions qu'ils ont. Donc on peut dessiner, ce qu'il fait très bien, 4 rationalités à l'œuvre dans ces projets. La volonté bien entendu par la gestion et la détention de la gouvernance monétaire, le seigneuriage, avoir un profit et donc une régulation qui rapporte des revenus, la protection d'un espace local vis-à-vis d'un autre système monétaire dont les affres pourraient venir effectivement percuter notre économie, ce que l'exemple du VIR dans les années 30 montre très bien. Mais aussi, bien entendu, stimuler l'espace local, puisque comme l'activité y est plutôt, la monnaie circule dans un espace donné, c'est les activités de cet espace qui devraient être plutôt améliorées. Et effectivement, bien entendu, toujours, on va retrouver la volonté chez ces personnes de transformer la qualité des échanges entre les co-échangistes. Or bon, passons un petit peu. Ce qui devient intéressant à la lecture justement de ces typologies, c'est qu'elles sont difficiles et puis elles sont très évolutives, parce que les expériences sont très diversifiées, elles ne reposent jamais exactement sur les mêmes procédures, et puis tout simplement le temps fait son cours, et ce qui les a forcés avec Marie Farr à effectivement nous proposer aussi une typologie sous la forme de 4 générations. Et c'est assez intéressant parce que
de cet avancement chronologique, on voit bien des contraintes organisationnelles qui commencent à se poser et qui vont effectivement peut-être forcer à introduire de nouveaux acteurs pour être peut-être plus efficace, mais on verra que ça ne se fait pas non plus sans en fait remettre éventuellement en cause l'idéologie, la volonté explicite de transformation des échanges. Alors, moi, de cette base-là, effectivement, quand je vois émerger le Bitcoin, et assez rapidement, à partir de 2010-2011, un gros essaim de crypto-monnaies, je vois bien que la plupart des intervenants qui en parlent et qui viennent de ma famille académique en parlent comme des monnaies ultralibérales. Ce n'est d'ailleurs pas des monnaies, on a confiance en Satoshi Nakamoto. Et là, je commence à me dire, bon, c'est problématique parce que j'ai quand même l'impression que ces monnaies sont aussi des monnaies parallèles, ça c'est clair et net. Elles sont parallèles d'un système étatique et éventuellement on pourrait, et là peut-être je provoque un petit peu, les voir comme des monnaies sociales aussi, puisque bien entendu elles visent explicitement elles aussi à changer la qualité des échanges. Alors, je vais m'attarder un petit peu sur le Bitcoin, tout simplement parce que c'est nécessaire. C'est la première des créations, c'est l'étalon de mesure de tous les autres systèmes. C'est ce système-là qui invente la technologie dite de blockchain. Et on verra qu'effectivement, cette technologie repose sur un certain nombre de processus et de protocoles informatiques très ingénieux qui m'apparaissent effectivement révolutionner l'ordre monétaire euh, de manière assez fondamentale. Et en fonction de ce Bitcoin, on va pouvoir aussi questionner les autres systèmes, puisque là, effectivement, c'est là où moi j'aurais envie d'introduire un petit peu des nuances. Alors, la première des choses, c'est pour parler du Bitcoin, je vais pas en parler de 2007 ou 2008, les années de parution et du papier 2007 et de 2008, 2009, l'émission du premier bloc, mais on va repartir 30 ans en arrière pour comprendre qu'en fait, ça s'inscrit dans une philosophie politique particulière qui émerge dans des groupes sociaux qui effectivement ne partagent pas avec nous euh, le cadre académique qui est le nôtre. Je n'ai pas l'impression qu'ils ont beaucoup lu de sciences humaines, je ne suis pas sûr que ce soit non plus des cadors en économie. Ils s'y intéressent, c'est clair, ils ont des idées, c'est certain aussi, mais eux, leurs problématiques naissent bien entendu des problématiques qui sont les leurs, des problématiques de réseau et d'informaticiens. Et donc, c'est la question de comment on reconnaît des postes informatiques, comment on va pouvoir, bien entendu, être certain que la donnée que j'envoie à un poste, elle n'a pas été capturée par un autre individu, transformée, et ainsi de suite. Donc, il y a tout de suite dans la question des réseaux informatiques une question de sécurité qui s'impose, et derrière la question de sécurité aussi la question de la vie privée des utilisateurs et de la protection de la vie privée. Donc, va assez rapidement naître, en fait, des groupes qui vont se formaliser via Internet, via des canaux IRC spécifiques. Donc, ils vont avoir des mailing lists. La première d'entre elles, c'est la crypto-anarchiste mailing list, qui donnera l'essence aussi au cypherpunk. On aura plus tard d'autres mouvements comme ça. C'est intéressant parce que c'est un petit groupe d'acteurs. Certaines de ces mailing lists sont bien entendu fondées sur le principe de cooptation, pour conserver d'une certaine manière un noyau dur en valeur. Et là encore, on va voir que ces valeurs constitutives, les représentations qu'on a de la monnaie, bien entendu, font la monnaie qu'on essaye de construire. Et donc, ces individus-là vont, dès les années 80, penser à la monnaie comme vecteur d'émancipation de l'humain contre des gouvernements et des firmes qui aujourd'hui auraient une emprise sur les canaux de circulation de l'information et qui en fait vont pouvoir d'un trait de plume nous effacer, nous vider nos comptes en banque et en fait nous martyriser à la manière de ce que présente Orwell dans 1984. Donc on a vraiment là un corpus politique qui émerge et qui se structure et qui va se structurer autour d'expériences pionnières. Donc on va avoir des premières expériences de crypto-monnaie, alors ce n'est pas du tout celle qu'on connaît aujourd'hui, mais chez les têtes pensantes de ces communautés, que ce soit Timothy May ou d'autres. Le problème étant qu'à l'époque, il y a encore un certain nombre de problèmes techniques qui n'ont pas été résolus. Donc certaines sont encore fondées sur une entreprise qui est un centre. Si cette entreprise fait faillite, la monnaie disparaît. Donc en fait, on va avoir comme ça pendant 15 ans des chercheurs en informatique et en réseau qui se questionnent, qui publient des petites notes. Alors c'est toujours très intéressant, quand je parle dans mon papier de crypto-anarchisme, ils ont des manifestes. Alors c'est pas des manifestes très longs, ça peut être une page et demie,
Alors où ils font référence, par exemple, explicitement à Marx. Moi, je sais que Timothy May introduit par un spectre entre l'Europe, le spectre du crypto-anarchisme. Donc, ils sont là pour bien entendu, affirmer cette volonté de réappropriation monétaire. Et ce qui va devenir intéressant, c'est que c'est à travers ces expériences que Satoshi Nakamoto, et je mets des guillemets puisque c'est un pseudonyme, on ne sait pas et on ne saura sûrement jamais qui se cache, si c'est une personne ou plusieurs, derrière ce pseudonyme, mais il repart bien entendu de ce qui avait été fait avant, et c'est le premier à trouver une solution technique. Donc, on a là vraiment une émergence qui va se créer en 2007. Ils proposent un papier qui va être lu par pas mal de monde. Ils vont comprendre que là, effectivement, il y a des possibilités techniques qui s'offrent à eux. Ils vont le mettre en place à partir de 2009. Au début, pareil, c'est la construction d'un réseau pair à pair. Ce réseau se construit petit à petit. Les intervenants qui y rentrent sont des intervenants connus. Je tiens à le souligner puisqu'on voit bien ici qu'il y a une construction chronologique aussi. Quand Wikileaks, à l'époque, qui vient de se faire bloquer ses comptes, demande à pouvoir accepter les bitcoins et éventuellement participer au réseau, sur les forums, Satoshi Nakamoto monte au créneau d'un ton assez agressif qu'on ne lui connaissait pas pour dire non, ce n'est pas le moment puisque Wikileaks serait un trop gros acteur et qui pourrait remettre en cause la stabilité de ce système-là. Bon, une fois qu'on a un petit peu souligné ce terreau philosophique, venons un petit peu à l'émergence. Alors, de 2009 à 2011, 2012, pas grand-chose se passe. C'est vraiment une circulation très petite. Et puis, bon, une première vente de pizza qui est très connue maintenant donnera lieu à la première découverte d'un prix en dollars. Et puis, effectivement, on va commencer à en parler. Ça va être une monnaie qui va faire un petit peu la une des tabloïds et des journaux sur le dark web, sur le fait qu'on va frauder le fisc, le fait qu'on va pouvoir acheter de la drogue, se droguer, frauder le fisc avec ces monnaies-là. Donc là, on a tout de suite envie de souligner qu'on n'a pas attendu ces crypto-monnaies pour faire tout cela. Et c'est pour ça que je souligne que... Bon, et donc voilà, bon, on y reviendra. Et à partir, par contre, effectivement, de 2013, on va avoir de plus en plus de publicité derrière. Certains investisseurs vont y mettre de l'argent. Le prix va augmenter, ça va commencer à intéresser du monde. En fait, on va avoir une première vague de personnes et l'augmentation de l'échelle devient très importante. Parce que, contrairement aux propositions fortes de M. Nakamoto, qui veut fonder une monnaie sans confiance, mon Dieu, sans institution, là pareil, j'aurais tendance à vouloir lui montrer qu'il y en a beaucoup dans son système. Mais en fait, ici, ce qui ne posait pas problème puisque la communauté était petite, va commencer à poser problème puisque la communauté s'agrandit. Donc en fait, ce que va découvrir les moments de crise du Bitcoin, c'est non pas une monnaie fondée uniquement dans un protocole informatique intangible, excusez-moi, mais bien au contraire, un protocole informatique qui doit évoluer à travers le temps, puisqu'on est en train de parler d'un code, d'un langage qui évolue. Les techniques évoluent elles-mêmes, et en fait, on est obligé de penser toujours des procédures pour faire évoluer notre code, peut-être même changer les règles qui étaient celles acceptées par tous avant. Et c'est à ce moment-là, et c'est ce qu'on va appeler le scaling debate, c'est en fait le débat pour essayer d'avoir un Bitcoin qui reste efficace pour traiter un très grand nombre de transactions à la seconde, qui va commencer à voir s'effriter un petit peu l'idée que cette monnaie tiendrait uniquement dans un protocole et va voir émerger le fait que, bien entendu, on a un consensus interne, c'est très intéressant, c'est pour moi une révolution monétaire, mais que ce consensus interne est lui aussi chapeauté par ce que j'appelle un consensus externe, communautaire, et qui lui va être traversé, comme toute communauté, par éventuellement des intérêts divergents. Et le fait d'avoir eu une communauté grandissante avec des personnes beaucoup moins proches du noyau dur du départ, va voir en fait des philosophies ici beaucoup plus hétérogènes s'y développer, et donc des débats et des questions, éventuellement des conflits très importants. Alors, c'est ce double consensus que soulignent De Filippi et Love Luke, il est fondamental. Je veux vraiment que tous vous le gardiez en tête. Il n'y a pas de blockchain, il n'y a pas qu'une monnaie avec un protocole informatique, il y a des humains derrière. C'est eux qui l'ont paramétré, le protocole. En fonction des paramètres, on change totalement la forme du système, mais aussi la capacité et les volontés de changement en fait, de l'échange. On va pouvoir avoir des systèmes très décentralisés. Le Bitcoin se veut être un système
très décentralisé. Le problème étant que son algorithme de consensus, qui permet en fait à tous de travailler toujours sur le même historique, c'est ça un petit peu le côté génial de Satoshi Nakamoto, eh ben, il nécessite de la puissance de calcul. Et cette puissance de calcul, eh ben, moi, si j'ai une récompense à découvrir les prochains blocs, j'ai envie d'avoir cette récompense, parce qu'en plus le prix monte. Mais on est tous en compétition pour cette récompense, donc on va tous investir massivement. Il va se passer une course à l'armement qui va avoir un processus très grand de centralisation. Aujourd'hui, pour vous donner un ordre d'idée, on sait que 70%, voire 80% de la puissance de H est en Chine, où on trouve effectivement de la puissance hydraulique à faible coût. Et en plus, d'ailleurs, l'entreprise aujourd'hui qui a tué toute concurrence dans la fabrication des hardware spécifiques est une entreprise chinoise. Je vous conseille de regarder l'actualité, elle est très croustillante sur cette entreprise-là. Bon, passons peut-être... Combien de temps il me reste, s'il te plaît ? 5 minutes. Passons donc aux crypto-monnaies. En fait, ce qui devient intéressant, c'est que l'inscription ultralibérale et hayekienne, d'une certaine manière, de cette crypto-monnaie pionnière, va logiquement, selon moi, amener l'émergence d'autres monnaies en concurrence, et on doit bien entendu retomber sur cette logique de concurrence monétaire chère à Hayek qui doit permettre cette efficacité. Or là, les tenants du Bitcoin pur et dur vont être très 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 en colère de voir toutes ces monnaies apparaître. Ils vont les qualifier de shitcoin, d'altcoin. Ils ne les aiment pas trop, ces monnaies, comme quoi ils ont bien eux-mêmes une idée d'une monnaie très homogène et unique. Et à leur rencontre, on va voir qu'aujourd'hui, il y en a plus de 700 en fait. Alors, qu'est-ce qu'elles ramènent ? Certaines, les premières, vont être en fait des duplicata assez simples du protocole original, avec des petits changements, des petites modifications de paramètres, permettant soit au bloc d'être généré plus rapidement, soit d'avoir un coût énergétique plus faible en changeant l'algorithme. Éventuellement d'ailleurs, en changeant l'algorithme, on va pouvoir casser la course à l'armement. Ça ne va pas être les mineurs du Bitcoin qui vont pouvoir venir miner sur notre chaîne, et on va pouvoir réoffrir à tout le monde en fait la possibilité de miner avec un ordinateur de bureau. Mais sachez quand même qu'à chaque fois, si on peut commencer par miner avec un ordinateur de bureau, les progrès feront qu'on trouvera une machine qui le fera plus efficacement. Donc cette course à l'armement qu'on a vu émerger dans le Bitcoin aura toujours lieu dans des systèmes de proof of work, selon moi, puisque de toute façon, on a cette course à l'armement. Alors, ce qui devient intéressant dans cette émergence et cette poussée de crypto-monnaies, c'est que là, on va voir effectivement énormément de philosophies politiques différentes. Et donc, là où on avait d'une certaine manière, ce que eux ne qualifient pas comme ça, parce qu'ils ne viennent pas comme nous, peut-être, du terreau économiste, mais si le Bitcoin, lui, était pour la règle, d'autres systèmes vont être beaucoup plus ouverts à la discrétion, la capacité qu'on aurait collectivement de changer effectivement les règles qui étaient acceptées précédemment, puisqu'on considère qu'aujourd'hui, il nous faut changer ces règles. Alors, là, des débats très venimeux vont pouvoir prendre place. Je pourrais parler particulièrement d'une plateforme qui est très importante aujourd'hui, dont vous entendez sûrement parler déjà beaucoup, c'est l'Ethereum. Alors Ethereum, ça va beaucoup plus loin qu'un simple usage monétaire. C'est vraiment aujourd'hui, en fait, on a une émergence de systèmes qui soit sont des monnaies, avec différents paramètres en plus ou en moins du Bitcoin. Je peux penser à l'anonymat, à la rapidité des transactions, mais aussi beaucoup d'autres crypto-monnaies qui ne servent juste à financer une plateforme informatique qui vous donne accès à un service, ce qu'on va appeler des appcoins. Et là, ce qui m'intéresse beaucoup, c'est qu'on est bien entendu face à des monnaies à usage affecté. Cette monnaie, à la base, ne sert qu'à l'obtention d'un service, bien qu'il puisse exister dans ces systèmes-là beaucoup de sphères de conversion. Et à travers tout cela, on va effectivement, sur Ethereum, avoir un contrat qui se déploie sur lui, qui va être en fait un genre de un fonds d'investissement collectif ouvert à tous. On va pouvoir tous mettre un petit peu d'argent. J'avais participé un petit peu dedans, et puis un vendredi, on se lève le matin, et puis on voit que, aïe, il y a un hack. Les 250 millions qui s'y étaient accumulés sont en train d'être drainés toutes les 5 minutes à très grande vitesse. Et en fait, la décision collective qui a été prise, c'est de tout bloquer et de supprimer l'ancien historique et de revenir avant le déploiement de ce contrat. Là, pour les tenants de l'immutabilité de la blockchain, c'est une hérésie. Alors, l'immutabilité de la blockchain, vous voyez que je mets des guillemets, puisque le mot immutable, je crois que j'ai du mal cognitivement à le comprendre, et je suis ravi de voir aujourd'hui beaucoup de voix aussi dans ce milieu qui commencent à critiquer cette immutabilité, qui pour moi n'existe pas et n'est même d'ailleurs surtout pas enviable et désirable, puisque une constitution humaine a toujours pensé d'ailleurs à laisser la possibilité aux générations futures de pouvoir changer le cadre légal. Et effectivement, moi, et je vais arriver à la conclusion, ce qui m'intéresse,
c'est en fait la rencontre de ces monnaies complémentaires et locales, ce mouvement amorcé depuis 30 ans, qui est déjà en train de rencontrer ces crypto-monnaies, qui amène en fait, grâce à des outils technologiques, effectivement des moyens de plus grande efficacité. Certaines contraintes qui avaient été soulignées par Blanc, Phare ou d'autres dans les monnaies locales ou complémentaires, les enjeux d'échelle. Si une échelle est trop grande, ça va être très coûteux pour lutter contre la fraude, et ainsi de suite. Là, effectivement, on a des outils techniques qui vont permettre de limiter cela. Rien n'empêche aussi de penser des monnaies locales à travers ces systèmes. On peut penser des monnaies qui ne sont pas convertibles. Je tiens à le souligner, puisque tout de suite, on voit crypto-monnaie, on pense que tout peut tout de suite s'échanger en dollars. Ne vous inquiétez pas, on a des colored coins aussi qui nous permettent éventuellement de créer des zones totalement hermétiques pour qu'il n'y ait pas d'arbitrage. Et je vais en finir là, parce que j'ai déjà dépassé, excusez-moi. Questions, réactions? Peut-être pour rebondir, vu qu'on discutait rapidement, justement la crypto-monnaie du coup du Léman est pris, enfin la Solidity est pris du coup le langage de Ethereum, mais c'est une blockchain qui est privée et donc personne n'est rémunéré pour le minage. Donc on a un minage qui est centralisé par le système et qui est reversé. Les Ethers sont reversés à tous les membres de façon égalitaire au fur et à mesure qu'ils ont besoin de ces Ethers. Juste par précision. J'avais cru reconnaître ça sur ton visuel. Okay. Excellent. Et j'avais une question par rapport que tu parlais, quand vous parliez de Sakamoto donc. À un moment donné, il est monté au créneau, mais du coup je me disais, mais quel pouvoir, est-ce qu'il avait un pouvoir du coup simplement symbolique en tant que... Quel pouvoir il avait pour empêcher Wikileaks de rentrer dans le réseau? Voilà. En fait, il y a un gros travail encore à faire. On est vraiment, pour moi, au balbutiement. Il y a des problèmes méthodologiques certains. Moi, je ne suis pas du tout technicien. Donc, pour avoir des données, il faudrait en fait que j'ai des développeurs avec moi qui me permettent d'accéder via des API à toutes ces informations. Elles sont disponibles puisque tout est plutôt transparent. Mais effectivement, là, ça demande des compétences. Et Satoshi Nakamoto, quand tu en parles, il a disparu vers cette période-là. Cette période-là, le Bitcoin n'est encore vraiment qu'un état embryonnaire. Personne n'en entend parler. Les nœuds qui constituent le réseau, ils se connaissent en fait. On sait qu'ils sont en contact avec par exemple Nick Szabo, qui a été soupçonné d'être Satoshi Nakamoto, qui est une tête pensante des mouvements cypherpunk et crypto-anarchistes dont je vous ai parlé. Donc vraiment au début, c'est des gens intéressés par ces technologies qui se mettent en lien et qui créent ce réseau-là. Et donc elles se protègent bien entendu de l'extérieur. En tout cas, elle s'en protège. Elle ne pouvait pas empêcher Wikileaks de télécharger le logiciel, puisqu'il était quand même accessible. Ah non, là je ne voudrais pas dire ce qui n'est pas vrai. Le logiciel était libre d'accès. Mais il était clair pour le coup qu'on attendait aussi des spécialistes de cette question, parce qu'il y a là une dissonance cognitive importante. On n'est pas tous spécialistes, et donc on est aussi en droit de demander à ceux qui savent mieux que nous certaines informations. C'est pour ça qu'on aura besoin d'institutions. Ce qu'ils en pensent. Et là, Satoshi et ceux qui avaient d'ailleurs compris, les cryptographes qui sont derrière, voyaient très bien que si tu avais trop de nœuds d'un coup qui arrivent, en fait, si toi tu arrivais directement avec une machine surpuissante, tu arrivais à 51%. D'ailleurs, ce que je tiens à souligner, c'est une attaque à 51%. Dans d'autres systèmes, 51%, ça s'appelle la démocratie. Ici, ça s'appelle une attaque, parce qu'on est plutôt dans une logique où on attend un consensus plus grand. Je veux pas non plus. Donc en fait, il a empêché que l'information soit diffusée. Et donc que tous les membres du il a conseillé, parce que Wikileaks aussi, en posant cette question, demandait et voulait aider à la construction du réseau. Il s'est demandé, parce que comme il y a un enjeu dans les monnaies locales ou sociales, c'est quels sont les biens et services, quelles sont les personnes qui s'échangent. Là, Wikileaks disait, mais nous, on peut accepter des dons. Et nous, on va en faire quelque chose. Donc ça ouvrait aussi une activité. Et là, Satoshi leur a juste dit, non, c'est trop tôt, vous le ferez après. Ouais, moi, c'est une remarque que j'ai, parce que je réfléchis beaucoup. Comment ça se fait qu'il y a un blocage comme ça avec ces crypto-monnaies et l'économie sociale et solidaire, qui est plutôt les grands acteurs des monnaies locales complémentaires. Et c'est la même chose, il y a un même barrage, c'est mental, avec les logiciels libres. On le voit dans l'économie sociale et solidaire, le temps d'arriver à comprendre que c'est important d'utiliser des logiciels non propriétaires, non privateurs, etc. C'est très très long à faire passer comme message. Il y a vraiment un blocage à ce niveau-là. Et donc je pense que le blocage est le même avec les crypto-monnaies, parce que c'est le numérique. Et il y a une incompréhension, disons,
sur ces libertés, dans les libertés logicielles et puis les libertés dont on parlait avec Sybille, les libertés aussi dans la monnaie, qui sont du même ordre en fait. Je répondrai sur le logiciel libre, effectivement, mais on est en fait face à des secteurs de haute technologie. Moi, face quand même à ces spécialistes qui aiment à me dire c'est décentralisé, etc., etc. En fait, ce qu'ils veulent, c'est prendre le pouvoir. Hein. Ils s'en rendent peut-être pas compte, j'espère quand même que certains s'en rendent compte, mais c'est juste les geeks boutonneux des années 80 qu'on méprisait au lycée sont en train de prendre le pouvoir. Et c'est ça qui m'intéresse, c'est que moi, le savoir, c'est un pouvoir. D'ailleurs, si on les lit eux-mêmes dans cette plutôt version philosophique, ils le savent. Maintenant, chez les gens les plus sérieux, ils savent pertinemment que l'enjeu primordial de tout cela, c'est le langage informatique. Donc quand on voit de plus en plus émerger l'idée d'apprendre le codage aux enfants, oui, je crois qu'on y arrivera, parce qu'en fait, le codage informatique, c'est aussi un langage qui est transnational. Et effectivement, vous soulignez, il y a des problèmes. La monnaie, c'est des représentations. Il y a des problèmes de représentation générationnelle et donc des difficultés intergénérationnelles. La capacité que j'ai à parler des crypto-monnaies avec mes parents, par exemple, est très faible. Ce n'est pas possible. Il y a beaucoup de gens aujourd'hui qui viennent juste avec leur vision de ce qu'ils en connaissent. Et c'est peut-être aussi ce que je voulais, moi, souligner, en fait, plutôt en conclusion. Certains ont vu cette monnaie comme une volonté de dépolitiser la monnaie. C'est une forme de fétichisation de la monnaie. Je ne suis absolument pas d'accord avec cela. C'est une forme de repolitiser la monnaie. On va pouvoir la défétichiser puisqu'en fait on est justement en train de souligner que la monnaie c'est un construit social. La preuve c'est qu'il y a des conflits, que ces conflits ils doivent se résoudre par la création d'institutions collectives. Ils ont été obligés de se réunir,